Fait qu'on va commencer dans pas long. La seule affaire, c'est que j'arrive pas à ouvrir le manuel sur mon laptop. Fait que j'ai mes démarches ici, mais je me souviens plus exactement c'était quoi le problème que les démarches euh, aidaient à résoudre. J'ai le manuel si tu veux. OK. Fait que le premier, si je me souviens bien... Si je me souviens bien, le premier, il y a une balle qui arrive sur un bloc, elle colle sur le bloc, et on veut savoir à quelle vitesse elle finit. Le module de l'application Calendar. Oui. C'est l'exercice 8 du chapitre 9. Je pourrais pas dire la page. C'est 335. 9, exercice 8. Donc, on a une boîte, on a une balle qui s'en vient vers la boîte, et quand elle arrive dessus, elle va coller sur la boîte. Ça va faire déplacer la boîte par là. Fait qu'on est dans le chapitre sur la quantité de mouvement. Donc, on va utiliser les formules de quantité de mouvement. Voilà, c'est pas mal ça. Si je me souviens bien, on nous dit que la balle ici, elle a une masse de 500 grammes. Donc 500 grammes, ça fait 0,5 kg. Donc, M, je vais juste la noter M pour l'instant. Probablement, je vais mettre un indice pour qu'on puisse se repérer. Et on nous dit que sa vitesse V est égale à 6 mètres par seconde. Donc, la formule comme la plus importante dans ce chapitre-là qu'on a vu, c'est la conservation de la quantité de mouvement. Donc, quand il y a une collision, la quantité de mouvement va être conservée. Donc, ce que ça veut dire que si on somme au début nos quantités de mouvement, donc nos quantités de mouvement, généralement, on met un P avec potentiellement un vecteur. Ici, c'est en une dimension, donc on peut juste parler de la composante horizontale. Donc, on va faire phi du fait que c'est un vecteur. Donc, la somme de nos quantités de mouvement initiales est égale à la somme de nos quantités de mouvement finales. Évidemment, ça serait des vecteurs les deux si c'était important de parler du fait que c'est des vecteurs. Ici, on va juste s'intéresser aux composantes verticales parce que c'est juste ça qui va se passer. Pour la quantité de mouvement, on a une formule pour la calculer. Fait qu'on sait que la quantité de mouvement, c'est mv. Donc la masse fois la vitesse. Donc ici, on a deux quantités de mouvement parce qu'on a deux objets. On a la balle et la boîte. Pour la boîte, ça va être simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saurait, ça serait quoi la quantité de mouvement de la boîte? 0. 0 parce qu'elle est immobile. Elle a une vitesse de 0, donc le terme vaut 0. Et ici, pour la balle, c'est 6 fois 0,5, donc ça nous fait 3. Est-ce que je pars dans la bonne direction? Je vais l'écrire. Et ça veut nous dire que notre quantité de mouvement final, ça va être 3. Notre quantité de mouvement final, ça va être la masse de la boîte fois la vitesse du système. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que je peux regarder le manuel? Parce que ma démarche, je parle de l'énergie cinétique dans la démarche. En fait, je peux te passer mon manuel pour le OK. capacité visuelle. Merci si ça ne te dérange pas. Donc ça va être une première équation qui va être utile.
moi, j'avais commencé par l'autre équation qui va être utile. L'autre équation qui va être utile, c'est qu'on nous dit qu'elle perd 25% de son énergie cinétique. Que le système perd 25% de l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique. Notre énergie cinétique initiale, c'est, on connaît la formule rendue là, c'est mv carré sur 2. Ici, la somme des énergies cinétiques, la boîte ne bouge pas, il n'y en a pas, donc ça va être juste l'énergie cinétique pour la balle. Donc si on y va, on a K est égal à M on a dit c'était 0.5, fois vitesse au carré, 6 au carré sur 2, et nos unités sont bonnes, ça va nous donner des joules. Donc on a que notre énergie cinétique initiale, ça va être, je l'ai noté, 9 joules. Par conséquent, notre énergie cinétique finale, ça va être quoi? Ça va être 75% de ça, parce qu'on a perdu 25%. Donc, Kf est égal à 0,75 Ki est égal à 6,75 joules. Maintenant, qu'est-ce que ça représente, ça, cette quantité-là? On l'a calculé comme ça, mais on peut utiliser notre formule pour trouver c'est quoi en termes comme des variables qui nous intéressent. Donc, si on le rentre dans la formule, on va avoir Kf est égal à 6,75 joules, mais c'est aussi égal à la masse fois la vitesse. Je vais mettre un F à vitesse pour dire comme vitesse finale au carré sur 2. Donc ici, on a un système de deux équations. On en a une première ici et une deuxième ici. Donc on va pouvoir les mettre ensemble pour les résoudre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense savoir la méthode comme la plus efficace pour résoudre ça? Bon, c'est pas très confiant, je vais y aller. Fait que ici, on a MV. Ici, on a MV carré. Mais MV carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire MV fois un autre V. Fait que ça veut dire qu'on peut prendre ça ici, puis qu'on va pouvoir remplacer le MV ici, puis on ne va plus avoir de M. On va juste avoir une variable. Donc on va le faire. 6,75 est égal à 3 vitesses finales sur 2. Et si on envoie le 2 ici, on envoie le 3 au dénominateur ici, on trouve VF est égal à 4,5. Oups, je l'écris un peu trop. Donc VF est égal à 4,5 mètres par seconde. Donc ça nous permettait de trouver la vitesse. On l'a trouvé assez rapidement. Maintenant, si on met notre vitesse ici, dans cette équation-ci, on trouve m est égal à 3 sur la vitesse finale. Donc m est égal à 3 sur la vitesse finale. Et si on met la valeur qu'on vient juste de trouver, on trouve que la masse est égale à 0,66666, etc. Et maintenant, cette masse-là, oui? Je ne comprends pas au carré. PF, au carré, enlever le carré, ça met où? En fait, mettre au carré, c'est comme multiplier par lui-même. Donc, c'est pour ça que j'ai 2 VF ici. Donc, si j'ai VF fois VF, ça me donne VF au carré. Oui, oui. Et en bas, et après ça, qu'est-ce que tu as fait? Ici, on a MV, ici. Oui, en bas, après. Oui. Donc, ce MV-là, c'est ça qui est devenu le 3 ici. Ah, ok, je comprends.
Parce qu'on a ici 3 est égal à mv, qu'on avait trouvé avant. Je vais juste mettre une petite ligne. Ici, ça c'est en kilos encore. Ça commence à être mal organisé. Cette masse-là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente, la masse? Le système. Oui, ça représente tout au complet. Ça représente notre balle qui vient de s'écraser sur la boîte et la boîte. Donc, si on veut avoir juste la masse de la boîte, il faut retirer la masse de la balle. Donc, si on veut l'écrire en termes de variables, ça serait la masse de la boîte, c'est la masse totale, moins la masse de la balle. Et donc, ça me donne 0,667 moins 0,5. Je me suis permis d'arrondir de la même manière que le manuel. Et donc, ça me donne 0,167 kg, qui est la même chose que la réponse qui donne de 167 grammes. Donc, c'était ça pour le numéro 1. Est-ce qu'il y a d'autres places dans la démarche qui n'étaient pas claires? Bon, on va passer au numéro 19. On a juste 3 numéros ce soir. Fait. Je pense qu'on va finir un peu plus tôt, mais si vous avez des numéros que vous aimeriez que je regarde, je vais pouvoir les faire au tableau. Parce qu'il va nous rester quand même sensiblement pas mal de temps. Si je me souviens bien, le numéro 19, c'est celui avec les 2 joueurs de football qui se rentrent en collision. Après, pendant qu'ils sont dans les airs, il n'y a aucune force résistive. Fait que s'il n'y a pas de force résistive, il n'y a rien qui... Il n'y a pas de force, il y a conservation de la quantité de mouvement. Et vu qu'il y a conservation de la quantité de mouvement, on va pouvoir écrire notre équation de conservation de la quantité de mouvement, trouver dans quelle direction ils s'en vont. Et avec ça, on va être capable de trouver la norme de la vitesse. Donc, si on y va. Fait que le premier, on nous dit que il pèse 90 kg et il va à 8 mètres par seconde vers le nord, il me semble. L'autre va à l'est. Je l'ai dessiné dans le mauvais sens, dans la démarche. Donc, il va à l'est à 7,5 mètres par seconde et il fait 110 kg. Donc, quand il se passe, vite de même, qu'est-ce qui va se passer? Dans quelle direction ils vont aller? Est-ce qu'ils vont aller vers en haut à droite, en bas à gauche? En bas à gauche, en bas à droite? Il irait par où? En haut à droite. On peut se le dessiner tout de suite dans le dessin, même si a priori, on n'a pas fait les équations, on ne sait peut-être pas. Mais notre intuition marche encore. Elle marche peut-être un peu moins en relativité restreinte. Là. Donc, si on écrit nos équations, je vais me permettre de l'écrire avec des vecteurs. Comme ça, on va pouvoir l'écrire de manière un peu plus condensée. Donc, on a la somme des quantités de mouvement initiales est égale à la somme des quantités de mouvement finales. Donc, nos 2 quantités de mouvement initiales, on en a une pour lui et une pour lui. Donc, on peut les écrire. La vitesse, c'est un vecteur. Donc, 8 mètres par seconde vers le haut, ça veut dire 0 en x, 8 en y. Et ensuite, la masse, c'est un scalaire. On peut la mettre devant. Ça nous fait 90. Pour l'autre, on va avoir 7,5 mètres vers la droite
donc 7,5 mètres vers la droite. Oups, je ne me suis pas fait d'espace. On va avoir 7,5 mètres vers la droite. Et il y a un poids, il y a une masse de 110 kg. Et à la fin, la masse totale, ça va être quoi? Ça va être la masse des deux additionnés. Donc, ça va être 200 kg fois une certaine vitesse finale en X et une certaine vitesse finale en Y. Ici, on peut simplifier un peu notre vecteur. Si on le simplifie, ça nous donne 825 et 720. Ici, les unités, ça serait des mètres par seconde fois des kilos, parce que c'est la quantité de mouvement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai multiplié mon 90 par ce vecteur. Ça m'a fait le 720 en bas. Et j'ai multiplié ici mon 710 fois mon 7,5 ici dans le vecteur. Et ça m'a donné 825. Et en additionnant les deux, je prends ce qu'il y a ici et ce qu'il y a ici. Je les mets ensemble. Donc, on a un 0 plus 1, 825. Et un 720 ici qu'on va avoir, plus un 0. Donc, ça donne ça est égal à 200 fois la vitesse finale en X et fois la vitesse finale en Y. Donc, j'ai comme écrit les deux équations, l'équation en X et l'équation en Y, dans la même chose. Donc, la ligne du haut, comme de mes vecteurs, c'est en X et la ligne du bas, c'est en Y. Quand on résout ceci, ce qu'on peut faire, c'est diviser par 200 ici. Et ensuite, on va avoir la ligne du haut va me donner la vitesse finale en X est égale à un certain chiffre et la vitesse finale en Y, la ligne en bas, va être égale à un certain chiffre. Et quand on fait ça, on trouve vitesse finale en X est égale à 4,125 mètres par seconde et vitesse finale en Y est égale à 3,6 mètres par seconde. Donc, on nous demande maintenant quelle quantité d'énergie cinétique a été perdue, si je me souviens bien. Est-ce qu'on peut laisser la réponse comme ça ou il faut mettre juste le module? Ben, le manuel a mis le module et l'orientation. Ça, c'est une réponse équivalente. J'ai fait le module, j'ai pas fait l'orientation. Fait que le module, on met les deux au carré, on prend la racine, donc on trouve norme de la vitesse finale est égale à la racine de vitesse finale en X au carré plus vitesse finale en Y au carré est égale à 5,475 mètres par seconde. Puis après, si on veut trouver l'angle, ça va être arc tangente de Y sur X. Donc, notre Y, c'est 3,6 divisé par 4,125. Puis, ça va être plus simple si je vais checker la réponse, mais 41,1 degrés. Donc, ça serait pour répondre à la partie A. Pour répondre à la partie B, là, c'est là qu'on va parler d'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique initiale. On a un facteur d'énergie cinétique pour chacun des deux parce que les deux sont en mouvement. Donc, si on les calcule, on a KI1. Je vais écrire 1 pour lui. Donc, pour lui, on a KI1 est égal à sa masse. Donc, sa masse, c'est 90 kg fois la vitesse au carré sur 2. Et donc, on trouve KI1 est égal à 2880 joules. Ensuite, pour la vitesse de l'autre joueur de football, on va trouver
encore avec la même formule, cette fois-ci, on a 110 fois 7,5 à la 2 sur 2. On trouve que sa vitesse finale, son énergie cinétique est égale à 3093,75 joules. Maintenant, si on calcule la vitesse cinétique finale, c'était pour ça que j'avais calculé le module, c'est 5,475. Donc on a la masse est rendue 200 fois 5,475 au carré, le tout sur 2. Et quand on calcule ça, si j'ai bien fait mes calculs, ça me donne 2997,5625 joules. Ensuite, on veut calculer notre différence d'énergie. Donc, notre différence, la différence entre l'énergie finale et initiale, c'est bien sûr l'énergie finale moins l'énergie initiale. Ici, on en a deux énergies initiales. Donc, à la place d'écrire une somme ici sur les deux, je vais les écrire les deux séparément. KI2. Et quand on calcule ceci, on obtient 2976,1875 joules. Ouais. ,1875 joules. Donc on a ceci. Bon, ça fait pas le tour pour ce problème-là. Est-ce qu'on sait pourquoi il n'y a pas conservation de l'énergie cinétique? Il y a un joueur qui est plus lourd que l'autre. Il y a des formations, sinon, je sais pas. Ben, c'est pas juste ça. C'est que c'est pas une collision élastique. Parce qu'une collision élastique, il y aurait comme rebondi. Là, les deux sont partis ensemble dans la même direction. Donc, il ne peut pas avoir conservation de l'énergie. Ça pourrait être une question conceptuelle. Une question sur les collisions élastiques vs inélastiques. Oui? Le final, normalement, il n'est pas plus petit que les deux autres. Bien vu. Il y a un moins devant. Donc, c'est ça pour ce numéro-là. Si je me rappelle bien du dernier, on envoie une boule encore qui va coller sur un bloc, mais qui est attachée à un ressort. Notre but, ça va être de calculer c'est quoi le frottement qui s'est produit, sachant que le ressort va se comprimer seulement d'une certaine longueur. Donc, on va mettre plusieurs concepts encore, mais ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu de l'énergie cinétique et de la conservation de la quantité du mouvement. De la quantité de mouvement. Donc, ce qui se passe, on a notre bloc ici, on a notre ressort. On a une surface avec un certain frottement. C'est ce qu'on va on va vouloir trouver. Donc, la force de frottement. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une boule
qui vient se coller ici et qui va faire comprimer les ressorts d'une certaine longueur. Donc d'abord, on peut s'intéresser à savoir ça va être quoi la vitesse finale une fois que la collision s'est passée. Donc encore une fois, on met notre conservation de la quantité de mouvement. Donc on a la somme, encore une fois, des quantités de mouvement initiales. Ici, comme au premier exemple, on a juste une dimension qui est importante. On veut juste considérer ce qui est horizontal. Ce qui est vertical ne va pas être vraiment important. Donc on va l'écrire juste pour ce qui se passe horizontalement. Au départ, le bloc est immobile avant que la balle vienne se coller dessus. La balle est en mouvement et sa quantité de mouvement, c'est sa masse fois sa vitesse. Donc 0,25 kg fois 24 mètres par seconde est égal à, de l'autre côté, on a que la masse totale du système, une fois que la collision s'est passée, on a 1,75 kg pour la boîte et 0,25 kg pour la balle. Donc, on a un total de 2 kg. Donc, c'est correct de l'écrire tout de suite, mais si vous voulez être sûr de votre démarche, vous pouvez en examen prendre le temps de faire une ligne avec 0,25 plus 1,75 fois la vitesse finale. Donc, on fait juste diviser par 2 de chaque côté et faire nos multiplications, nos divisions. On trouve que la vitesse finale est de 3 mètres par seconde. Maintenant, on sait ce qui se passe une fois que la collision se fait. Ensuite, on veut savoir ce qui se passe après. Fait qu'on sait le maximum où elle va se compresser. Puis on sait qu'au départ, elle a une certaine énergie qui va la forcer à se compresser. Toute l'énergie qu'elle avait ici, l'énergie cinétique qu'elle avait une fois que la balle vient la toucher, elle va se transformer en énergie potentielle ici, quand le ressort va se comprimer. Et on nous dit qu'il y a du frottement, fait qu'il y a peut-être une partie de cette énergie-là qui est perdue. Donc, on va regarder tout ça. Donc, l'énergie cinétique maintenant de la boîte. Donc, l'énergie cinétique de la boîte, la formule n'a pas encore changé. Donc, ça va être la masse, c'est 2 kg. La vitesse, c'est 3 mètres par seconde. On met au carré, on divise par 2, et on trouve que ça nous donne 9 joules. Maintenant, le ressort. Le ressort va se compresser d'un certain déplacement qu'on nous donne. Le déplacement, on nous dit, c'est 1 demi-centimètre. 1 demi-mètre, je pense. Oui, 1 demi-mètre. Donc, l'énergie cinétique dans le ressort, une fois qu'il va être comprimé, l'énergie cinétique pour un ressort, j'ai toujours pas trouvé pourquoi des fois il y avait des auteurs qui mettaient un signe moins. Je trouve ça plus pratique d'avoir un signe plus devant. Donc 1,5 fois la constante du ressort. La constante du ressort, ils nous disent que c'est 40 newtons par mètre, fois le déplacement au carré. Donc le déplacement, c'est 0,5 au carré. Et quand on fait le calcul, on trouve qu'on a 5 joules. Donc, il y a des joules qui sont disparus. Il y a 4 joules qui sont disparus. Qu'est-ce qu'on a vu par rapport à l'énergie cinétique? C'est quoi le lien entre l'énergie cinétique et une autre quantité qu'on a vue? L'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Les variations vont être balancées par la force principale qui se conserve pas.
Oui, c'est ça, c'est le travail, le nom. Fait que le travail W. Fait que ce qu'il nous disait, c'est le théorème énergie cinétique travail qui nous disait la variation. C'est pas la variation de l'énergie cinétique, là, c'est la variation de l'énergie. C'est le travail qui est fait par les forces non conservatrices. Donc la variation de l'énergie, c'est le travail fait par les forces non conservatrices. Ce que ça veut dire en équation, ça veut dire que la différence entre entre les énergies qu'on avait. Fait qu'au départ, il est immobile, le ressort il est à son point d'équilibre, il y a juste de l'énergie cinétique quand la balle vient pousser dessus. Donc on a que initialement, on avait notre énergie cinétique et au final, on n'a plus d'énergie cinétique, on a juste l'énergie potentielle de notre ressort. C'est égal au travail par les forces non conservatrices. Je peux même le développer. On sait que c'est F produit scalaire avec le déplacement. Donc c'est bon, on se rapproche de ce qu'on a besoin, parce que quelle force est allée faire du travail contre le fait que le ressort se comprime? Le frottement. Ici, notre produit scalaire entre les deux. Le produit scalaire entre les deux. Ça va être quoi? Qu'est-ce que ça va nous donner comme produit scalaire? On sait qu'un produit scalaire, c'est les normes fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc, on a le déplacement. Le déplacement, il est par là. Le frottement, il est dans quel sens? Il est opposé. Il est toujours opposé au déplacement. Donc, ça va nous faire 180 degrés. Et cosinus de 180 degrés, c'est moins 1. Ici, on les a calculés. Ça nous fait U du ressort, c'est 5 joules. Ici, on avait 9 joules. Et notre déplacement, ici, on le connaît, c'est 1 demi-mètre. Donc ici, ça va nous faire moins 4. On va pouvoir annuler les deux moins. Donc on va avoir 4 joules qui est égal à 0,5 fois la force de frottement. Et quand on résout ceci, on trouve évidemment que la force de frottement est égale à 8 newtons. Donc c'est ça pour ce problème-là. Donc on a fait tous les problèmes qui étaient sur le calendrier. Si jamais vous avez d'autres problèmes que vous voulez que je fasse au tableau, ça va me faire plaisir de les faire parce qu'on est vraiment tôt.